est vraiment vécu et tu as respecté à peu près le temps. Merci. Donc, on va maintenant demander au professeur Eric Gage, qui est professeur de médecine nucléaire à Marseille, de nous parler. On lui a posé la question, qu'est-ce qui peut expliquer les signes neurologiques? Donc, à toi, Eric, merci. Merci Dominique, bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors c'est une question qui est évidemment très large, alors je veux frustrer personne, je vais essayer de rester dans le créneau des 10 minutes, mais j'ai une deuxième intervention cet après-midi, donc j'essaierai de compléter tout à l'heure sur les points pour lesquels je serai allé peut-être un petit peu vite. On peut peut-être commencer par des généralités très générales et faire un petit peu de sémantique. On peut peut-être s'interroger sur les termes qu'on utilise pour poser aussi cette question. Je pose aussi la question, je dirais, en ces termes. Et on a peut-être, on peut remarquer d'emblée, un certain glissement sémantique de l'organe, du système, vers des spécialités, vers des disciplines et vers des conceptions de maladies. Vous voyez que le topo d'après, on parlera de troubles pulmonaires, on ne parlera pas de troubles pneumologiques, et on parlera de troubles cardiaques. Et donc une première façon de répondre à la question, Dominique, c'est de dire que qu'est-ce qui peut expliquer les troubles neurologiques? Une atteinte du système nerveux et une atteinte cérébrale. Et si effectivement la question était posée pour les troubles psychiatriques et même pour les maladies psychiatriques, je vous aurais répondu en première hypothèse la même explication, une atteinte cérébrale. On ne peut pas exclure que des troubles neurologiques et ou psychiatriques puissent avoir comme substrat, comme explication évidemment une atteinte cérébrale. La deuxième remarque que je voulais faire, qui est plus une remarque, je dirais, d'auto-cadrage, Dominique l'a dit, donc moi j'ai une activité qui est, je dirais, centrée sur l'exploration du cerveau. Donc évidemment qu'on est sur une entité qui est multi-organe, qui est multisystémique, mais je crois que le poids de l'atteinte cérébrale dans ce Covid long, ne serait-ce que par, je dirais, la valeur pronostique de l'atteinte cérébrale est importante à considérer, et donc on peut effectivement qualifier l'entité d'entité cérébrale et extracérébrale. Deuxième élément, il a été rappelé tout à l'heure par un participant, je pense qu'il est très important de faire la part des choses entre ce qui est complications, séquelles, complications de la phase aiguë, et puis ces troubles persistants récurrents. Là, sur ces 10 minutes, je vais surtout insister sur, je vais parler des troubles persistants et récurrents. Évidemment que ce neurotropisme existe aussi à la phase aiguë. Il y a beaucoup de patients qui font des complications vasculaires, des AVC, des encéphalites, des encéphalopathies et qui gardent également aussi des symptômes. Bon, si on rentre un petit peu sur le cœur du sujet, donc évidemment, on pense que beaucoup de symptômes, je vais y revenir, du Covid long peuvent s'expliquer par une atteinte cérébrale, donc beaucoup, ça ne veut pas dire tous, et pas systématiquement, je vais y revenir. Et donc ça veut dire aussi que si on travaille sur des biomarqueurs, je vais vous parler de l'imagerie TEP cérébrale, c'est effectivement un biomarqueur de l'atteinte cérébrale, mais ça ne saurait pas être un biomarqueur du Covid long. Et donc la négativité de la mise en évidence d'une atteinte cérébrale n'exclut pas évidemment ce cadre diagnostique du Covid long. Je ne dis pas tous les symptômes et pas systématiquement, parce que vous voyez, même l'anosmie qui est un symptôme, je dirais, très spécifique, évidemment, on pense à une atteinte, je dirais, du tissu nerveux, du bulbe olfactif, mais ça peut correspondre aussi à une atteinte, entre guillemets, plus périphérique, à une obstruction nasale. Et puis l'essoufflement, la dyspnée, ça peut évidemment être une atteinte respiratoire thoracique, ça peut être une atteinte centrale. Donc vous voyez que même les symptômes peuvent s'expliquer par une atteinte cérébrale ou extracérébrale. Alors quel est le corollaire, je dirais, clinique, de tout ça ? Évidemment que beaucoup de ces symptômes sont peu spécifiques et je dirais qu'ils sont doublement peu spécifiques. Ils sont peu spécifiques d'une atteinte cérébrale, c'est ce que j'essayais de vous expliquer sur l'exemple de l'anosmie ou de la dyspnée, d'où l'intérêt de disposer de biomarqueurs spécifiques de ces atteintes pour marquer peut-être aussi un pronostic. Et puis aussi, ils ne sont pas non plus spécifiques du Covid long. Il y a beaucoup de pathologies, j'essaierai d'y revenir tout à l'heure cet après-midi, qui peuvent expliquer ces symptômes, et donc il est important d'aller faire un bilan diagnostique différentiel complet. Le deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est qu'on n'est sans doute pas, ça a été dit, sur quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur, je dirais, du phénomène, le nombre de patients concernés. L'accès peut-être aussi à toute l'histoire naturelle de la maladie, ça a bien été expliqué tout à l'heure par Émilie. Mais vous voyez, des symptômes neuropsychiatriques, neurologiques ou psychiatriques, que ce soit à la phase aiguë ou en tardif après une infection respiratoire aiguë, ça a été très largement décrit, avant même peut-être la pandémie de Covid-19, avec du SARS. Vous avez ce papier qui date de mai 2020, publié dans le Lancet. Donc ça, c'est une publication chez les adultes. On peut même élargir
le champ à la fois historique, parler d'autres virus, les virus respiratoires. Et si on remonte à la grippe espagnole, si on reprend un petit peu les diapositives et les publications, vous verrez que ce qui avait été décrit, c'est beaucoup de pathologies motrices, l'atteinte des ganglions de la base chez les patients adultes, mais beaucoup de pathologies, en tout cas de symptômes, de troubles psychiatriques chez les enfants. Vous verrez que nous, on pense que tout ça est un même réseau cérébral. Des troubles qui sont apparus et qui ont régressé après, à distance de la pandémie. Alors, pour entrer dans le sujet, pour répondre à la question que pose Dominique, moi j'aime bien ce papier qui date de mai 2020. Vous voyez qu'il est très précoce. L'illustration est assez complète. Il manquerait juste peut-être l'hypothèse du microbiote et le lien entre le système digestif et le système nerveux. Bon, effectivement, l'illustration est extrêmement visuelle. Je trouve que c'est intéressant parce que les auteurs se servent de l'expérience de précédentes infections virales respiratoires. Et ils rappellent les bases, je dirais, au moins théoriques, de ce neurotropisme. Alors, je ne vais pas pointer, mais vous le voyez sur la diapositive, vous avez une première, effectivement, je vais dire d'hypothèse pour le Covid-19, mais qui avait été montrée en réalité pour d'autres virus SARS, de la progression du virus de la sphère ORL vers le cerveau par le bulbe olfactif, et après, ce qui avait été montré pour les autres virus, une progression du virus de synapse en synapse. Et donc, si ça progresse de synapse en synapse, ça va toucher quelques régions cérébrales très spécifiques, ça ne va pas aller partout dans le cerveau. Ça va toucher les régions limbiques, en particulier l'amygdale, qui est une structure qui est très impliquée dans la régulation émotionnelle, qui peut expliquer les troubles psychiatriques. Ça va toucher en arrière l'hippocampe, qui est la région impliquée dans la mémoire, qui va pouvoir expliquer les troubles cognitifs. Et puis, ça a été dit, plus en arrière, le tronc cérébral, qui régule les comportements autonomes, et puis le cervelet avec la motricité. Au-delà de ça, ce qui est pointé, c'est le rôle des récepteurs ACE2, c'est des choses qui sont évidemment connues, et puis il y a probablement une atteinte effectivement immunitaire, on parle beaucoup d'activation microgliale. Ça n'exclut pas d'autres hypothèses, notamment celle de l'hypoxie et des hypothèses vasculaires, mais moi je les identifie plutôt sur des complications, je dirais, de la phase aiguë. Et donc c'est dans ce contexte que, effectivement, le réseau dont l'atteinte avait été posée en hypothèse dans plusieurs papiers, je vous en avais montré un, nous l'avons montré sur une série de patients, on l'a d'abord montré sur une série de quelques patients en mai 2020, et puis on a publié ensuite une série plus conséquente ici sur 35 patients en Covid long versus 44 sujets sains. C'est une analyse statistique sans a priori, c'est-à-dire qu'on donne à l'algorithme les examens des patients, les examens des sujets sains, et l'algorithme identifie quelles sont les régions qui sont atteintes. Et vous voyez, on reproduit l'hypothèse qui avait été formulée pour les autres virus, qui avait été démontrée pour les autres virus. Cette atteinte du bulbe olfactif, des régions limbiques, l'amygdale, l'hippocampe, les ganglions de la base, en arrière le tronc cérébral et puis le cervelet. Alors, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails de l'étude, mais globalement, on avait des corrélations fortes aux symptômes, régions associées à des symptômes. Au plus il y avait des symptômes, au plus il y avait d'hypométabolisme. On n'avait pas de lien avec, je dirais, les caractéristiques initiales de la maladie, sa sévérité, le syndrome inflammatoire. Et puis, il y a deux résultats qui sont peut-être passés un petit peu inaperçus, sur lesquels je vais un petit peu insister. Vous avez compris que notre hypothèse est une porte d'entrée qui est olfactive et par l'intermédiaire des récepteurs ACE. On montrait dans cette étude que les patients qui avaient bénéficié d'irrigation nasale à la phase aiguë pour lever l'obstruction nasale. Ces patients avaient au stade tardif moins de symptômes et ils avaient moins d'hypométabolisme dans le bulbe olfactif. Et de la même façon, les patients qui étaient hypertendus, qui avaient un traitement qui ciblait les récepteurs ACE avaient plus d'atteinte du bulbe olfactif et plus de symptômes. Alors, je vais terminer rapidement, mais je vais vous montrer quelques cas cliniques. Alors, ça, ce sont des images en fait statistiques, pour que ça soit visuel et compréhensible, je dirais, pour tout le monde, mais c'est une image en fait individuelle. Donc, c'est un sujet pour un score statistique qui est défini. Encore une fois, c'est une analyse sans a priori. On analyse l'ensemble du cerveau. Et D50, c'est le 50e jour. Donc, on est dans le cadre du soin courant. Donc, nous, on réévalue les patients qui ne vont pas bien. Donc, c'est une patiente qu'on a revue 200 jours plus tard. Et vous voyez, j'ai essayé de mettre les diapositives dans le même référentiel. On a l'impression que les anomalies que l'on a mis en évidence initialement restent fixées. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des limites et des biais cet après-midi de notre approche. On est chez des patients qui ne vont pas bien et qui s'aggravent, mais les anomalies initiales étaient toujours présentes, et on avait l'impression que tout ça s'aggravait, se propageait, pour ainsi dire, vers l'arrière. Cette partie-là, je vous la traiterai cet après-midi. Juste deux diapos pour expliquer un petit peu, je dirais,
les éléments qui renforcent ces résultats. D'abord des résultats de... Alors ce n'est pas des méta-analyses, c'est des articles de revue, mais si on liste les 90 études d'imagerie, d'autopsie, IRM, PET, ce qui est le plus décrit, le plus consistant en termes d'anomalies, d'une part les anomalies lésionnelles à la substance blanche, je n'y reviens pas, les lésions de leucopathie, les lésions vasculaires, et puis le réseau que je vous ai décrit, l'atteinte du bulbe olfactif, les régions frontotemporales limbiques jusqu'au tronc cérébral. Et puis s'il fallait citer une étude, alors elle n'est pas encore publiée de ce que j'en sais, elle est encore en révision, mais c'est l'étude majeure, on la doit à nos collègues de Londres. C'est une biobanque en IRM, donc là on parlera peut-être plus de lésions que de métabolisme ou de fonction. C'est une étude qui a débuté avant la crise Covid, ils avaient scanné 40 000 sujets sains, et puis ils ont rescanné un groupe de 1000 sujets, des patients infectés et des patients non infectés. Donc c'est une étude qui est extrêmement robuste en termes de contrôle, puisque c'est un suivi longitudinal. Et ils montrent exactement les mêmes atteintes que celles que nous avons décrites. Donc ils n'ont pas accès, eux, à la mesure du tronc cérébral, mais ils retrouvent cette atteinte du bulbe olfactif, des régions limbiques, et ils concluent sur les mêmes éléments. On a parlé tout à l'heure de l'étude de Pasteur qui montre effectivement le lien entre cette atteinte olfactive à la fois sur un modèle animal et puis également sur l'épithélium humain, j'y reviens pas. Dernière diapositive avant de conclure, on a montré exactement le même pattern d'atteinte métabolique sur une petite série d'enfants qui avait été exploré dans le service de neuropédiatrie, donc de la Timone, du service de Madame Brigitte Chabrol. Vous avez à la fois les images individuelles des enfants, donc vous voyez ces atteintes du tronc cérébral, et puis en bas vous avez les images statistiques. Je vous ai reproduit l'image statistique 3D, vous voyez qu'on retrouve exactement le même substrat, et chez les adultes et chez les enfants. Je vous parlerai plus largement de notre expérience cet après-midi. Pour conclure, je ne reviens pas sur pathologie neurologique ou psychiatrique, vous avez compris que on défend effectivement un substrat cérébral. On pense qu'une partie de ce Covid long s'explique par une atteinte cérébrale, qu'on est en capacité de démontrer cette atteinte individuelle avec le biomarqueur de l'imagerie TEP-FDG, que ce profil est identique chez les adultes et chez les enfants, que le profil est très particulier. On pourrait discuter de l'atteinte limbique dans les pathologies psychiatriques. Il n'y a pas de maladie psychiatrique qui montre à l'échelle individuelle, avec ce niveau de sévérité, une atteinte du tronc cérébral. Ça a été dit par les autres intervenants. Et puis, ce qui est, je trouve, intéressant, dans un réseau dont l'hypothèse de l'atteinte avait été posée avant même, je dirais, la démonstration par l'imagerie et sur les autres études virales et post-virales. Donc ces anomalies sont retrouvées en comparaison de sujets sains. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'étude chez les enfants avait été faite non pas contre des sujets sains, mais contre des enfants qui avaient des plaintes fonctionnelles, qui avaient été explorées, pour lesquelles on avait exclu un diagnostic neurologique. Et puis j'ai mis en italique des papiers qui vont, j'espère, bientôt être publiés. Je peux parler de mon expérience et puis des papiers que l'on prépare. On montrera que c'est différent de la dépression, que c'est différent du stress post-traumatique, que c'est différent de la fibromyalgie. Il y a une intrication évidemment possible avec facteurs psychologiques, ça a été bien expliqué, mais bon, on pense que ça n'explique pas l'essentiel. Et puis, on pense effectivement que sur des patients les plus sévères et les atteintes les plus tardives, il y a peut-être un recouvrement. Là aussi, on a une cohorte de patients avec des encéphalomyélites, et donc on fera le comparatif en montrant les concordances et les discordances. Ces anomalies cérébrales sont d'autant plus sévères que les plaintes sont nombreuses. Il y a peu de récupération TEP chez les patients qui... j'utilise le terme, qui gardent des séquelles. On a certains patients qu'on suit maintenant à 18 mois. L'atteinte semble fixée, se propager en arrière. Alors ça représente peu de patients, je donnerai les chiffres cet après-midi, avec une tendance claire effectivement au handicap et à la chronisation. Et puis pour terminer donc, sur les hypothèses, je n'ai pas eu le temps de tout montrer, mais donc en gros on pense que tout ça fait suite à une inflammation, une neuroinflammation précoce sur la probable porte d'entrée olfactive, qui pourrait être d'ailleurs pertinente pour attaquer, je dirais, ce réseau avec des stratégies, je dirais, thérapeutiques, puisqu'on aurait la porte d'entrée du processus pathologique. L'alternative, qui existe probablement et qui est peut-être même associée, c'est une propagation du tissu respiratoire qui remonte vers le tronc cérébral avec une hypothèse bottom-up. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Eric, et merci d'avoir cité les enfants. On n'aura pas le temps forcément de les aborder parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets dans cette session, mais c'est bien de le faire. Bon, ce n'est pas très rassurant, mais on va en discuter.